Chers internautes, vous qui êtes connectés sur le site du groupe Média du Sud, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Horizons divers. L'économie de la région de Ziguinchor était à la une cette semaine sur le site du groupe Média du Sud. Pour de nombreux observateurs, l'enclavement de la région constitue le principal frein à son économie. D'ici 25 ans, d'ici 35 ans, qui seront les acteurs de cette économie? Aujourd'hui, Horizons divers s'intéresse à cette couche de la population qui sont actuellement des enfants. Des enfants qui, pour la plupart, du fait de la guerre, ont perdu leurs parents. Du fait de la catastrophe du naufrage du bateau le Joola, ont perdu la totalité de leurs parents. Ces enfants aujourd'hui sont dans la rue, sont un peu partout. Et le village d'enfants SOS que nous allons visiter aujourd'hui, c'est donné pour mission de donner une chance à ces enfants de bénéficier d'une bonne éducation pour pouvoir participer activement à l'émergence de notre région. C'est quoi le village d'enfants SOS? Quels sont les services offerts? Quelles sont les difficultés que rencontre le village d'enfants SOS? Pour répondre à toutes ces questions, nous allons recevoir sur le plateau Madame Djonou, qui est la directrice du programme SOS Village d'enfants, et Monsieur Sow, qui est le responsable du renforcement de la famille. Mais avant de retrouver nos invités sur le plateau, suivons ce reportage de Grégoire Badiette sur le village d'enfants SOS. Le village d'enfants SOS Ziguinchor a mis en place un programme de renforcement d'accueil des enfants orphelins, abandonnés ou séparés de leurs parents pour différentes raisons. Ainsi, ce village représente pour ces derniers une alternative pour recouvrir la tendresse, l'éducation qui devrait être les leurs. Nous sommes fixés comme objectif de prendre en charge les enfants qui ont perdu la tutelle parentale dans l'accueil familial et ceux qui risquent de perdre la tutelle parentale au renforcement de la famille. Et n'empêche toujours, nous continuons aussi à s'activer autour de l'éducation et de la santé. Ce sont nos 4 domaines de prédilection. La promotion et l'évolution du village d'enfants SOS se heurtent à un problème de parrainage. Un fait que je vais souligner, qui nous préoccupe beaucoup. Le parrainage local est vraiment très faible. La contribution du parrainage local est très faible. Tout, en général, ça nous vient de l'extérieur, surtout des pays européens. Au niveau local, les parrains sont en train de réagir, mais peu à peu. Ce n'est pas quand même une réaction qui est vraiment significative. On fait les porte-à-porte, on fait de la publicité, on fait des portes ouvertes. Même on donne des gadgets aux personnes vraiment susceptibles de cotiser, mais n'empêche toujours quand même, ils ne continuent pas. Soit ils commencent 2 mois, 3 mois après, ils arrêtent, soit ils ne contribuent même pas. Avec le programme de renforcement familial, le village d'enfants SOS couvre aujourd'hui 410 enfants enregistrés dans le secteur de la santé, de l'éducation et de l'accès à la solidarité. Prise en charge SOS benn la. Grâce à l'appui financier de Mme Monique Crémieux, le village d'enfants SOS Ziguinchor compte une école maternelle et élémentaire qui font de très bons résultats et restent jusqu'à là les leaders dans l'éducation infantile. L'année dernière, il y avait 100% de l'entrée en 6e. 12 élèves étaient sélectionnés pour partir à l'école Mariam Abba. J'espère que l'année prochaine, moi aussi, je serai sélectionnée pour partir dans cette école. Vu l'engagement des éducateurs qui sont dans cette école, nous faisons du bon travail qui est apprécié au niveau de l'IF qui nous encadre et au niveau même des parents d'élèves qui nous confient leurs enfants. Donc cette volonté de faire, donc, qui anime tout le personnel ici présent, montre que vraiment il va sans dire que les résultats vont poindre. Et c'est ce qui a occasionné aujourd'hui, ces résultats que nous faisons chaque année. La situation des pensionnaires du village d'enfants SOS mérite l'attention de la population. Il s'agit de mener des actions pour redonner le sourire à ces enfants.
chers internautes, après avoir suivi cet élément sur le village d'enfants SOS, nous allons à présent retrouver nos chers invités sur ce plateau. Madame Djonou, qui est la directrice du programme SOS Village d'enfants, et également Monsieur Sow, qui est le responsable du renforcement de la famille. Madame Djonou, bonjour. Bonjour, madame. Voilà, vous êtes la directrice du programme SOS Village d'enfants. Oui, je suis la directrice de ce village et je voudrais au passage vous remercier pour cette entrevue parce que le partenariat que vous avez eu avec le village d'enfants SOS est en train de voir le jour et nous vous remercions au passage pour ça. Voilà, le village d'enfants SOS, avant c'était juste village d'enfants SOS, mais à présent c'est programme village d'enfants SOS. Oui, avant c'était le village d'enfants SOS et à partir de 2005, il y a eu d'autres projets qui se sont greffés au village d'enfants SOS. Vous savez que les villages d'enfants SOS existent dans 132 pays. Dans 132 pays et nous avons aujourd'hui 450 villages dans le monde entier. D'où les programmes s'agrandissent de jour en jour et au niveau, vous savez, au Sénégal, nous avons 5 villages qui sont créés, qui ont vu le jour et il y a une association qui fait partie de SOS International. Notre association Village d'enfants Sénégal fait partie de SOS International. Et depuis 2009, la Fédération internationale a décidé que partout où les villages existent, qu'on mette des programmes pour pouvoir fédérer les forces, pour pouvoir atteindre le plus d'enfants et travailler main dans la main. Parce que vous savez, au départ, il y a eu les villages d'enfants SOS et chaque village a ses entités, ils travaillent de son côté et comme les programmes se sont agrandis, ils ont décidé maintenant au niveau international que ça soit érigé en programme pour atteindre des milliers d'enfants qui ont besoin de ce soutien. Voilà pourquoi le programme SOS Village est né aujourd'hui et cela a commencé depuis 2009. Voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des milliers d'enfants qui ont besoin de soutien. Maintenant, comment se fait cette sélection? Est-ce que c'est tous les enfants que vous accueillez au village ou bien il y a des critères d'admission? Bon, il y a des critères d'admission qu'on appelle les groupes cibles. Nos groupes cibles sont des enfants orphelins, qui ont des enfants abandonnés, des cas sociaux dont les parents... Il y a aussi des enfants que nous accueillons dont les parents sont victimes d'un handicap. Donc, c'est dans tous ces lots que nous appelons notre groupe cible des enfants en situation difficile ou vulnérable. Ce sont eux que nous accueillons au niveau du village. Mais au niveau du village aussi, il y a la commission locale d'admission qui est chargée, une fois que le dossier, le requérant arrive avec le dossier au niveau du village ou demande des renseignements, nous lui donnons la liste des pièces à fournir. Et maintenant, il y a une commission locale qui se charge de l'enquête. Se déplace, voir si réellement ce dossier répond aux critères de SOS. Et en ce moment, après les enquêtes, il y a une commission nationale qui est dirigée par Maître Mamiassine Ndiaye, qui est basée au niveau de Dakar. Et une fois que les sites ont terminé les enquêtes, tous les dossiers sont transmis au niveau national et à partir de là-bas, on convoque et maintenant la commission siège pour discuter et voir ce qu'on a retenu comme qui. Au niveau local, la commission peut proposer une admission. Le dernier mot revient à la commission nationale pour voir quels sont les enfants qui répondent réellement aux besoins. Parce que ce n'est pas tous les enfants que nous pouvons accueillir ici. Maintenant, il y a aussi d'autres types d'enfants qui, si on ne prend pas garde, risquent de perdre la tutelle. Bon, une fois que l'enfant est admis, lorsque nous sortons de la commission d'admission, maintenant les directeurs d'accueil familiaux siègent en ce moment, c'est la deuxième partie. La commission nationale intérim et la deuxième partie, les directeurs d'accueil familiaux s'asseyent et font le dispatching de ces enfants. Maintenant, ce qui est souhaitable, que si un enfant est de la localité de Ziguinchor,
il est souhaitable que cet enfant soit pris au niveau de Ziguinchor pour ne pas couper les liens entre la famille biologique et la famille d'accueil qui est le village. Donc nous essayons de répartir. Maintenant, la répartition, une fois faite, nous retournons dans nos sites et maintenant, il y a la commission pédagogique qui est là, la commission d'enquête locale qui est là aussi, d'admission et de sortie locale qui est là, et nous convoquons une réunion pour faire part de ce qui a été retenu, les enfants qui ont été retenus au niveau national. Et une fois qu'on a fini, maintenant la directrice de l'accueil familial ou bien le directeur, avec son éducateur de village, maintenant essaie de voir quelle est la mère qui est en mesure d'accueillir cet enfant. Et vous avez des familles qui accueillent ces enfants au niveau du village? Au niveau du village, ce village est composé de 13 maisons familiales dont la capacité est de 130 enfants par famille. Et nous avons 13 mères SOS qui sont secondées des tantes qui sont au nombre de 6 aujourd'hui dans le site de Ziguinchor, au niveau de l'accueil familial de Ziguinchor. Donc le rôle de la mère, c'est d'accueillir cet enfant. Au départ, quand l'enfant est admis, on organise une petite fête familiale. D'abord, il y a une première visite. Une fois qu'on est revenu avec les résultats, avec les enfants dont nous devons admettre, maintenant, nous convoquons la réunion pour une large diffusion, information auprès des collègues qui ont travaillé ensemble avec nous. Après cet entretien, la directrice a la responsabilité avec l'éducateur qui est son adjoint de voir quelle est la mère qui sera en mesure de prendre cet enfant. Nous savons au départ que les enfants viennent avec une plaie. Ils ont perdu quelque chose, la mère, le père, ou les deux à la fois, donc ils ont une blessure. Donc on ne peut pas aussi, il y a tout un travail qu'il faut faire pour permettre à l'enfant de panser ses plaies une fois accueilli au village. Donc il y a tout un processus, un travail qu'il faut faire en interne pour admettre l'enfant. Maintenant, une fois que la mère a été choisie, maintenant, la directrice a la responsabilité d'expliquer à la mère l'histoire de l'enfant, pourquoi elle est là. Nous savons aussi que tous les travailleurs de SOS, dès qu'ils commencent à travailler, il y a un document qu'on signe pour le secret. On n'a pas le droit de divulguer le secret d'un enfant au niveau du village parce que c'est strictement interdit. Ni avant, ni après la sortie du village. Et une fois que la maman a pris connaissance de l'histoire de l'enfant, parce que c'est important, parce que si elle ne connaît pas l'histoire de l'enfant, elle risque de ne pas se préoccuper d'elle, de faire attention, parce que les enfants ne viennent pas au même moment. Il y a d'autres qui arrivent, qui font 2 ans, il y a d'autres qui arrivent après, donc c'est tout un processus aussi. Et si la mère connaît l'histoire de l'enfant, elle est capable de prendre en charge cet enfant pour qu'elle soit demain un enfant exemplaire. Voilà. Maintenant, par rapport à la prise en charge, est-ce que c'est une prise en charge partielle ou c'est une prise en charge globale? Et jusqu'à quel âge également vous prenez en charge ces enfants? Pour l'admission au niveau du village, ça dépend de la situation de l'enfant. Mais dans le critère retenu, c'est de 1 à 5 ans. Mais nous pouvons admettre des enfants si l'enfant, parce que n'oublions pas que SOS est là pour les enfants qui sont en situation difficile. Une fois qu'un enfant est en danger, SOS doit intervenir rapidement pour voir. Donc l'enfant peut être admis parfois à 3 mois, mais s'il y a une pouponnière qui existe, on peut demander aussi les services de pouponnière pour qu'ils prennent l'enfant en charge, mais parfois SOS prend des cas de ce genre. Donc l'admission commence peut-être de 1 an et l'enfant est là jusqu'à 16 ans, parce que SOS c'est une prise en charge à long terme. Il y a d'abord l'accueil familial qui prend en charge cet enfant, et une fois que l'enfant a atteint l'âge de l'adolescent, à partir de 15-16 ans, il est proposé au niveau du foyer. Ou aussi il y a une préparation aussi pour le retour en famille biologique si les conditions sont réunies. Mais si les conditions ne sont pas réunies, il y a aussi une commission qui siège en fin d'année pour statuer sur la sortie des enfants du village. Et une fois qu'on arrive là-bas, on explique la situation et c'est la commission qui décide maintenant de dire que cet enfant peut sortir ou ne pas sortir.
nous, au niveau local, on peut proposer la sortie de l'enfant et une fois arrivé là-bas, la commission peut décider que l'enfant reste au village encore parce que les conditions ne sont pas réunies. Et donc, il y a aussi un second foyer pour ces enfants qu'on appelle le foyer 1 qui existe au niveau de Ziguinchor et qui prend en charge aujourd'hui 10 enfants, 10 jeunes qui sont dans le foyer parce que les conditions ne sont pas encore meilleur pour que l'enfant aille dans la famille. Nous cultivons, il y a ceux-là qui n'ont des jeunes ou des enfants qui n'ont pas de personnes d'attache ni quoi que ce soit. Nous développons aussi les familles d'accueil. D'où nous voyons une famille qui est bien, qui accepte d'accueillir cet enfant. Et SOS est là derrière aussi pour soutenir cette famille qui a accepté d'accueillir cet enfant. Donc nous développons aussi ce genre de partenariat avec les familles d'accueil. Voilà. Donc nous allons à présent nous retourner vers Monsieur Sow, qui est le responsable du renforcement de la famille. Voilà, dites-nous un peu, c'est quoi le renforcement de la famille? Nous sommes au niveau du village d'enfants un programme. Mais le programme là renferme deux types de formes d'accueil essentiellement. La directrice a parlé tantôt du village, c'est-à-dire de l'accueil familial, mais il y a aussi le renforcement de la famille. Le renforcement de la famille en fait a été créé pour permettre à ces enfants-là qui risquent de perdre la tutelle parentale d'avoir en fait à grandir dans un milieu sécurisant et où il aura comme soutien et aide venant de SOS des services directs et indirects. Le renforcement de la famille a été créé ici à Ziguinchor en 2007. Il permet, comme je vous l'ai dit, de lutter contre la perte de la prise en charge familiale de l'enfant. Et cela suppose que nous sélectionnons des familles sur la base de critères de vulnérabilité, comme des enfants qui sont des orphelins totaux ou partiels, des enfants dont les parents sont des handicapés, des enfants dont les parents souffrent de maladies handicapantes, des enfants dont les parents sont victimes de la guerre et sont des déplacés. Il y a aussi des enfants de la rue et des enfants issus de ménages monoparentaux de femmes jamais mariées. Voilà un peu le type d'enfants que nous recueillons au niveau du renforcement de la famille. Voilà, donc à quel niveau vous les accueillez? À quel niveau intervenez-vous? En fait, c'est soit un enfant qui vient d'arriver ou bien il y a un certain âge pour intégrer le renforcement de la famille? En fait, la spécificité du renforcement de la famille s'explique par le fait que tous les soutiens que nous apportons aux enfants, l'enfant va les recevoir au niveau de sa famille biologique. C'est-à-dire que nous n'extirpons pas l'enfant de son cocon familial, mais en fait nous prenons cet enfant-là en charge, mais tout en restant au sein de sa famille biologique. Et pour ce faire, il y a d'abord un long processus qui va aboutir à l'intégration d'une famille au niveau du programme de renforcement de la famille. Ce processus commence d'abord par la sélection du site. Actuellement, par exemple, le renforcement de la famille a pour site le quartier de Néma 2. Vous allez me demander pourquoi Néma 2, pourquoi pas Lindiane ou Diabé. Effectivement. En fait, c'est parce que c'est sur la base d'études qu'on a faites sur le terrain pour nous permettre de désigner, par exemple, le quartier de Néma 2 comme l'un des quartiers les plus défavorisés de Ziguinchor et un quartier qui concentre beaucoup d'enfants qui risquent de perdre la tutelle parentale, qui reçoit beaucoup de familles déplacées, entre autres. Donc c'est d'abord le choix du quartier, du site d'intervention. Ensuite, on va passer au choix de l'organisation communautaire de base. Parce que nous ne pouvons pas entrer dans un quartier, prendre des familles sans vraiment passer par les organisations, par une organisation communautaire de base qui est assez représentative du milieu, une organisation qui est reconnue
et une organisation où les différents membres des habitants du quartier se reconnaissent. Donc c'est après le choix de l'organisation là, nous allons la former. Nous allons faire en sorte que cette organisation-là puisse en fait épouser les idéaux de SOS quant à la protection de l'enfant et le fait de faire en sorte que l'enfant ne perde pas vraiment la tutelle parentale. Et après cela, nous allons procéder avec bien sûr cette organisation communautaire de base qui peut être le conseil de quartier ou une ASC entre autres. Et avec cette organisation, justement, nous allons cibler un certain nombre de familles, des familles susceptibles d'entrer bien sûr dans le programme. Et après ce choix de famille, nous allons passer à la partie technique, c'est-à-dire le remplissage des fiches d'enquête. Et à la suite de cela, nous allons mettre en fait les données dans une base de données. En fait, les renseignements de ces fiches-là dans une base de données qui a été un peu paramétrée pour permettre de mesurer, de calculer le critère de vulnérabilité de chaque famille à partir de questions et de réponses que nous ont données les enquêtes sur le terrain. Ces réponses ont souvent trait à la situation de l'habitat, à l'état de santé des parents et des enfants, à l'état de la scolarité de ces enfants-là, entre autres. Donc ce sont ces critères-là qui nous permettent vraiment de sélectionner les familles les plus démunies parmi les familles les plus démunies d'un site donné. Et après cela, il y a une liste de familles qui va en sortir et qui va être validée par la directrice nationale et la coordination nationale. Et ensuite, il y aura donc le lancement de ces familles-là dans le programme et le début de la prise en charge. Madame Djounou, vous avez dit tout à l'heure que les enfants que vous acceptez au village d'enfants SOS sont issus de familles démunies. Et pourtant, vous les prenez en charge dès le bas âge, vous les amenez à l'école, jusqu'à l'université. Qu'est-ce qui finance tout cela? Vous savez, pour les villages d'enfants SOS, une fois qu'un enfant est admis, il est totalement pris en charge par le village. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, que SOS Village d'enfants Sénégal fait partie de la Fédération internationale des villages d'enfants SOS. Donc, je voudrais un peu revenir sur l'historique, pourquoi les villages ont été créés. L'idée est venue du professeur Hermann Meiner, qui est lui-même orphelin. Et, lors de la guerre mondiale, il s'est rendu compte que les enfants il y avait des milliers d'enfants qui étaient des orphelins et qui n'avaient pas de parents. Et on voyait aussi des mères qui ont perdu leurs maris, leurs enfants dans la guerre et qui se retrouvaient seuls. Donc l'idée a émergé pour qu'il a pensé. Bien entendu, il y a des orphelinats et autres, mais les orphelinats, les enfants, les frères et sœurs sont séparés et ils ne se voyaient presque pas, ne se connaissaient pas. Et lui, l'idée lui a germé que s'il constituait une famille, il allait créer un village, une maison pour permettre aux mères qui ont perdu leur mari, leurs enfants à la guerre, d'avoir à élever d'autres enfants et ils vont oublier, penser leur plaie à travers ces enfants. Voilà pourquoi le professeur Hermann Meiner, quand il a vu la misère et tout ce qui s'ensuit, a décidé de créer les villages d'enfants. Avec des amis, il a essayé de discuter de son projet et à chaque fois qu'il rencontrait des personnages, des industriels et les gens au départ n'avaient pas compris cette idée. À peine on l'écoutait, à peine on riait, mais cela ne l'a pas empêché de continuer son œuvre qui s'est agrandie aujourd'hui dans le monde entier. Donc le premier village a été construit à Ims et a accueilli les enfants orphelins. Parce que les villages d'enfants accueillent des enfants qui ont perdu la tutelle parentale, qui n'ont pas de parents, qui n'ont personne, ou dont les parents souffrent d'un handicap. Ce sont ces enfants qui sont accueillis dans les villages. Totalement différent du renforcement de la famille dont Moussa vous a expliqué tout à l'heure. Et comment cette prise en charge est possible financièrement? Grâce à de bonnes volontés.
des gens qui sacrifient une partie de leur salaire pour pouvoir aider un enfant. Donc nous savons qu'au niveau international, la Fondation Hermann Maine finance en particulier les projets de SOS, Village d'enfants. Hermann Maine, la Fondation Hermann Maine qui envoie le budget. Mais aussi, il y a le Sénégal, aussi l'association SOS Sénégal qui donne sa contribution parce que chaque village créé a une association. Et cette association est fédérée à l'association internationale pour des prises de décision. Et le financement vient de SOS International, une bonne partie, et l'autre partie, c'est grâce à l'association SOS Village d'enfants Sénégal qui a été créée parce que, pour vous dire que ce sont des femmes et des hommes de bonne volonté qui un jour ont décidé de pouvoir s'unir et de voir l'œuvre de Hermann Maine continuer au niveau du Sénégal. Donc à l'époque, ils avaient saisi le consul qui était en Autriche, Jean-Alfred Diallo, et ils lui ont fait part de cette idée. Donc après, il y a eu le président Senghor qui a eu à visiter le premier village au niveau de Ims en Autriche. Et vraiment, l'idée l'a plu et ces bonnes volontés se sont regroupées à travers la présidente, Mme Tamaro Touré, à qui dont je salue au passage pour son œuvre grandiose au niveau du Sénégal. Grâce à elle, aujourd'hui, les enfants peuvent montrer leur sourire et elle a vraiment dirigé d'une main de fer les villages d'enfants. Parce que si au départ, le village de Dakar n'était pas bien dirigé, peut-être qu'aujourd'hui on n'aurait pas d'autres villages au niveau du Sénégal. Donc si je comprends bien, il n'y a que des bonnes volontés qui font vivre. De bonnes volontés qui se sont constituées en association et qui n'ont pas de salaire et qui jusqu'à aujourd'hui continuent de travailler pour sauver des vies, pour sauver ces enfants. Et chaque enfant est pris en charge par quelqu'un ou bien c'est un système? Donc la fédération, comme la fédération envoie une partie du budget et aussi il y a la contribution de SOS Sénégal aussi qui s'ajoute. Bien vrai, c'est minime par rapport à ce que SOS International donne, mais il y a aussi le système de bonne volonté des donateurs potentiels qui aussi participent au développement de nos structures. Monsieur Sow, elle l'a dit tout à l'heure, il y a des bonnes volontés qui parrainent ces enfants. Est-ce que vous avez des difficultés de parrainage au niveau local? Oui, nous avons de sérieuses difficultés de parrainage au niveau local parce que il n'y a qu'à Ziguinchor, je puis vous dire qu'il n'y a qu'une dizaine de parrains. À Ziguinchor? Oui, à Ziguinchor, il n'y a qu'une dizaine de parrains et une centaine au niveau du Sénégal. Ce qui est vraiment très minime par rapport à ce que nous escomptons pour pouvoir prendre correctement en charge ces enfants-là. Nous devons reconnaître aussi que pour ces parrains-là, ce sont de bonnes volontés qui ne cessent parfois de nous relancer pour nous dire « venez prendre votre chèque » et nous sommes vraiment disposés à aider. Mais il faut dire aussi à côté de cela que c'est un système qui est en train de s'améliorer. Nous sommes en train de poser des jalons d'un parrainage qui va porter ses fruits, nous l'espérons. Parce qu'il y a par exemple l'invitation à cette émission-là participe, nous l'espérons, à faire en sorte que les populations de Ziguinchor et du département et de la région de Ziguinchor sachent que SOS n'est pas couché sur des milliards et que nous n'avons pas des milliardaires européens qui ne font que balancer de l'argent. Nous comptons énormément sur le parrainage local. Et le parrainage local, nous avons le devoir, nous reconnaissons même que quelques failles sur notre système aussi, que nous n'informons pas suffisamment la population pour dire que le parrainage local ne coûte que 5 000 francs par mois. Pour un enfant? Oui, pour un enfant, soit 60 000 francs l'année. Donc, je répète, 5 000 francs
par mois 60 000 francs par année pour parrainer un enfant au village d'enfants SOS. Et pour une maison familiale, donc elle vous a parlé tout à l'heure de la maison familiale, c'est 300 000 francs l'année. Et pour tout un village, comme par exemple le village de Ziguinchor, il faut 3 millions par an. Donc nous demandons une somme symbolique pour nous soutenir à aider ces enfants, pour qu'ils puissent vraiment avoir un avenir meilleur. Merci beaucoup, Monsieur Sow. Madame Dionou, votre dernier mot? Bon, je voulais aussi intervenir par rapport au parrainage. Parce que quand quelqu'un choisit de parrainer un enfant, nous aussi, nous sommes tenus de lui rendre compte de la situation de l'enfant. On envoie des cartes de vœux en fin d'année, le rapport pour dire si l'enfant est scolarisé, comment il évolue à l'école. Nous aussi, dès que nous recevons l'argent, c'est versé dans le compte de SOS. Il y a le reçu qui est envoyé aux parrains et la situation, les rapports aussi pour qu'ils sachent. Parce qu'il a parrainé, il doit être au courant, il doit savoir qui il a parrainé, qu'est-ce que l'enfant est devenu, etc., etc. Donc, parfois, c'est peut-être à notre niveau aussi où nous ne donnons pas des informations et le parent se dit, ah, moi je donne de l'argent, je n'ai aucune nouvelle, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'argent est bien parti? Est-ce que c'est bien versé, etc., etc. Donc, nous aussi, au niveau local aujourd'hui, grâce à l'ISM qui est à nos côtés pour pouvoir nous aider à booster le parrainage au niveau local, et franchement, nous allons nous y mettre. Et une fois que ceux qui désirent parrainer les enfants viendront auprès de nous, nous sommes tenus aussi d'envoyer des rapports et de dire comment l'enfant évolue. Parce que pour le parrainage aussi, le parrainage est beaucoup plus développé en Europe. Ce ne sont pas seulement que des richards. Un cultivateur en Europe accepte de partager et d'envoyer une petite somme pour un enfant au niveau du Sénégal. Donc, quand on regarde le parrainage, on retrouve pour nos enfants qui sont dans nos villages, qui ont 5 à 10 parrains européens, alors qu'au niveau du Sénégal, pas un seul parrain. Donc, le message que vous lancez à la population, c'est qu'ils peuvent être tranquilles, leur argent, ils peuvent avoir une traçabilité vraiment. Il y a une traçabilité. Et une fois, même si nous remercions ce parrain au niveau local, nous envoyons aussi la liste au niveau national pour que la chargée, Madame Senghor, qui est chargée du parrainage local au niveau national, écrive elle aussi pour dire une lettre de remerciement en mettant le montant qui a été versé. Donc il n'y a pas... Tout est clair. Tout est clair au niveau du parrainage. Les gens pensent que quand ils rentrent dans les villages d'enfants SOS, ils voient que les beaux bâtiments, pensent que les SOS reposent sur des milliards. Non. Parce que quand X donne 100 francs, il aimerait savoir pourquoi ces 100 francs-là, là où ça a été utilisé. Voilà pourquoi nous donnons un cadre meilleur. Quand on lance le parrainage, on ne doit pas lancer un enfant triste en haillons. Non, non, non. Parce que Y a déjà cotisé pour cet enfant. Donc nous devons montrer l'image que l'enfant a été bien entretenu, a été bien pris en charge et pour inciter l'autre à venir. Mais nous pensons tout le temps, quand les bâtiments sont beaux, les enfants sont bien entretenus, qu'il y a beaucoup d'argent, mais nous comptons sur la population de Ziguinchor, les départements, les communes. On ne refuse rien. Même un 500 francs peut soutenir un enfant. Donc, en clair, les gens doivent savoir que le village d'enfants SOS ne vit que de la main généreuse de ça. Il n'y a pas une entreprise qui fabrique de l'argent, non. On ne vit que de dons. En nature, en espèces. Il y a des bonnes volontés qui viennent, on ne dit pas à Ziguinchor, qui viennent, qui apportent qui je vais donner au passage il y a quelques jours, un jeune dont son premier salaire est venu apporter du riz, de l'huile pour offrir à ses enfants et nous le remercions au passage pour cet acte. En tout cas, nous aussi, on vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis. Voilà. Et remercie vraiment l'ISM qui est à nos côtés aujourd'hui pour nous aider à avoir beaucoup plus de parrains pour aider ces enfants. Ils sont à l'intérieur, dans nos maisons.
et avec les mères qui le prennent en charge, ces mères qui ont quitté leur famille, leurs enfants et qui sont là au service de ces enfants. Nous les saluons au passage, ces mères et ces tantes et tous les collaborateurs de SOS parce que c'est une chaîne. Et une fois que la chaîne se coupe, vous voyez qu'il y a des problèmes. Mais nous sommes unis autour de l'essentiel, la prise en charge de ces enfants qui risquent de perdre la tutelle parentale au niveau des renforcements de la famille et qui ont perdu et qui vivent au niveau des accueils familiaux. Donc vraiment, aujourd'hui, nous sommes vraiment, vraiment heureuses et nous savons que peut-être que les gens viendront en masse pour répondre à cet appel. Voilà, chers internautes, vous l'avez entendu, c'est un cri de cœur de la directrice de SOS, du programme du moins SOS Village d'enfants. Le parrainage ne coûte rien, donc vraiment c'est un message qu'il lance à la population locale pour parrainer ces enfants qui, comme il l'a dit tout à l'heure, ont perdu la tutelle parentale ou risquent de perdre la tutelle parentale. Ainsi se termine notre magazine d'aujourd'hui. Je vous remercie vraiment, je remercie mes deux invités, Madame Djounou et Monsieur Sow. Je remercie également l'équipe technique qui m'a accompagnée pour la réalisation de cette émission. Je remercie également ma coiffeuse, la grande dame Khoreja, salon complexe Jolof Couture à Santhiaba pour cette très belle coiffure et le maquillage. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Horizon d'hiver sur www.gms.sn. Au revoir.